Bon, bonjour. Maintenant que vous savez tout sur les maladies infectieuses, ou presque, on va commencer par un quiz. C'est quoi ça? Pas d'idée? Ça grouille, oui. J'étais sûr que ça viendrait, mais c'est pas ça. Ça pourrait, au fond. Bon, ça illustre le thème du cours d'aujourd'hui, qui va être sur les finalement mécanismes moléculaires de subversion. On a utilisé ce terme depuis le début, autant le continuer à l'utiliser, du cytosquelette donc cellulaire par les virus. Et en fait, comme vous le verrez à la fin, j'anticipe un tout petit peu, c'est un virus de la vaccine qui en fait se sert du cytosquelette, en particulier de l'actine, pour s'échapper des cellules et aller coloniser d'autres cellules adjacentes. Et ce que vous voyez là, c'est bien entendu l'expression de ce phénomène de polymérisation de l'actine que vous avez déjà vu, je vous ai montré avec les bactéries. C'est pour montrer que les thèmes finalement sont relativement communs. Donc je vais vous parler essentiellement de ça, qui est en fait un domaine qui est assez encore, dans certains aspects, mal connu, mal étudié. J'ai vraiment essayé de vous faire le point de la situation telle que je peux la voir aujourd'hui à partir disons, d'un certain nombre de mes connaissances personnelles, de collaborations que j'ai pu avoir avec des collègues sur certains aspects et bien entendu de la littérature la plus récente. J'ai bénéficié aussi de l'aide d'un de mes amis qui est à UK Cancer à Londres, qui s'appelle Michael Way, qui a fait ces très très jolis films, parce que c'est un des spécialistes justement de la subversion du cytosquelette en particulier de l'actine par les virus et par le virus de la vaccine. Alors ça, ce sera donc le cours. Théoriquement, on doit avoir après ce cours un séminaire par Anne Osmalin, qui est une spécialiste de la présentation des antigènes par la cellule dendritique et en particulier de la manipulation de ces processus de présentation par le virus VIH. Donc j'espère qu'elle se montrera au moins pour son séminaire. Je n'ai pas eu de nouvelles, là, donc je ne pense pas qu'a priori elles ne viennent pas. Donc j'ai changé un tout petit peu et je vous avais un peu... Finalement, je pense que j'ai des excuses à vous faire. Cette année, j'étais un peu trop ambitieux dans le programme que je voulais présenter. Et puis, ce n'est pas uniquement d'avoir été trop ambitieux, je crois que c'est d'avoir peut-être mal mesuré en mettant le programme en place à quel point un certain nombre de domaines avaient finalement progressé considérablement ces dernières années. Ce qui fait que je me suis un peu pris les pieds dans le tapis en préparant toutes ces présentations, puisque finalement, comme vous le savez, on prépare un cycle de cours nouveau, complet chaque année. Et au fond, j'avais prévu de vous faire, comme je vous l'avais dit le premier jour, quelque chose d'un petit peu scolaire, c'est-à-dire de faire les bactéries qui altèrent ou qui manipulent le cytosquelette, puis les bactéries qui altèrent la réponse immunitaire, puis les virus qui altèrent la réponse immunitaire. Et je me suis aperçu au milieu de tout ça, en fait, qu'il y avait tout ce domaine justement de la subversion du cytosquelette cellulaire par les virus qui pouvait devenir très intéressant si on le mettait en perspective avec ce qu'on avait fait antérieurement sur les bactéries. Ce qui fait que ça m'a amené quelque part à introduire ce cours aujourd'hui qui se substitue dans une certaine mesure au cours sur la manipulation du système immunitaire par les virus. Donc le cours sur la manipulation du système immunitaire stricto sensu par les virus, je vous le ferai la semaine prochaine. Pas tout à fait à la place du cours sur la manipulation du système immunitaire par les parasites, parce que j'essaierai de vous faire une introduction tout de même par rapport aux parasites, même si elle sera relativement rapide. D'autant plus que vous aurez un séminaire par le docteur Robert Ménard, qui est un des grands spécialistes de la biologie cellulaire, de l'invasion de particuliers cutanés oui, il y a des grands chercheurs qui sont français et qui parlent français, ça existe. Et donc Robert vous fera quelque chose de tout à fait... j'ai dit Robert, d'ailleurs, je n'ai pas dit Robert, donc vous aviez déjà un élément. Non, bon, donc voilà, on tâchera quand même de retomber un petit peu sur nos pieds, si je puis dire, pour les parasites, mais je me suis fait un peu dépasser par mon sujet et je voulais m'en excuser auprès de vous. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'illustration dynamique, si je puis dire, du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que les virus, un certain nombre de virus, beaucoup de virus en réalité, sont capables à un moment ou un autre, sous une forme ou sous une autre, d'assurer la subversion du cytosquelette cellulaire, mais ça peut toucher d'ailleurs des cellules du système immunitaire, et on se retrouve bien entendu dans le contexte initialement prévu.
Mais simplement, ce n'est pas uniquement de la subversion, c'est aussi de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on va y revenir rapidement, les virus ont besoin de constituants, des éléments du cytosquelette cellulaire pour pouvoir envahir les cellules, pour pouvoir progresser à l'intérieur des cellules. Et au-delà des mécanismes finalement de subversion qui sont parfois des mécanismes tardifs, les mécanismes initiaux sont souvent des mécanismes totalement utilitaires, où le virus utilise ces éléments pour assurer son cycle à l'intérieur des cellules. Donc je vais vous présenter une revue, une mise en perspective qui va donc porter sur la subversion du cytosquelette. Alors, cytosquelette, on va le restreindre aux deux éléments dont on a parlé jusqu'à présent, qui sont le cytosquelette d'actine et les microtubules. Alors, intuitivement, tout le monde pense que les virus finalement interagissent surtout avec les microtubules, parce qu'effectivement, comme on l'a vu antérieurement, microtubules sont des rails qui traversent la cellule et le virus peut donc utiliser ces rails pour progresser, pour aller de la membrane au noyau, du noyau à la membrane, ou éventuellement toucher des sites intracellulaires dans lesquels vont s'assurer soit le désassemblage, soit l'assemblage. Donc on est là dans un contexte qui était finalement intuitivement relativement bien perçu. Mais ce qui apparaît de plus en plus, et la première diapositive en était une illustration, c'est que, comme les bactéries, les virus interagissent avec le cytosquelette d'actine, et j'essaierai de vous dégager un certain nombre de situations qui me paraissent relativement comme des paradigmes ou des modèles d'interaction. Alors, une des difficultés de ce genre de présentation, quand on veut essayer de prendre un thème qui est le côté cellulaire et comment ce côté cellulaire finalement est pris en compte par des virus ou des bactéries, on est obligé d'aller à un certain niveau de catalogage de virus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque virus dont je vais vous parler, sinon on en aurait pour beaucoup trop longtemps. Je vais simplement, à partir de virus donnés, vous montrer des exemples et vous expliquer, dans la mesure de ce qu'on connaît, comment ça marche. Donc tout ce qui est subversion des mécanismes de vie, de mort et du cycle cellulaire par les virus, on en reparlera. Subversion des réponses immunitaires des cellules infectées, qui sont d'ailleurs très régulièrement, comme on l'a déjà dit, en rapport avec les problèmes de vie, de mort, de cycle. Tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Alors, quelles sont finalement les grandes étapes du cycle viral? Alors, ce qu'on appelle le cycle viral, ce sont toutes les étapes depuis l'entrée dans la cellule, la transcription des gènes viraux, la replication du virus, son réassemblage et sa ressortie de la cellule. Donc tout ça, ça va représenter un cycle. Et en réalité, à chaque étape de ce cycle, les virus vont avoir besoin d'interagir avec le cytosquelette de la cellule et finalement de s'approprier des éléments de la dynamique du cytosquelette de manière à progresser le long de ce cycle. Ça va être nécessaire au moment de l'entrée, on en a déjà parlé pour les bactéries, il n'y a pas de raison que ce soit très différent pour les virus, encore que les systèmes sont dans une certaine mesure relativement différents. Ça va être ce qu'on appelle le transport rétrograde. Alors, en règle générale, on appelle transport rétrograde, on y reviendra sur cette histoire de polarité des microtubules, ce qui va de l'extérieur, c'est-à-dire de la périphérie de la cellule vers l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire le noyau, mais plus spécifiquement, plus précisément, ce qu'on appelle MTOC, qui est le Microtubule Organizing Center, c'est-à-dire vraiment l'endroit de la cellule où tous les microtubules se retrouvent, et souvent, ce centre organisateur des microtubules est relativement proche de la membrane nucléaire. Et puis, bien entendu, tout le cycle de transcription, de production, d'expression, de traduction des protéines virales va se faire. Le réassemblage du virus va s'effectuer soit dans le noyau, soit à l'extérieur. Ce qui est bien dans les virus, c'est que tous les cas de figure sont à peu près possibles et c'est difficile un peu à systématiser. Et puis ce virus qui est en train de se réassembler, qui se réassemble, qui mature, va devoir ressortir. Donc il va prendre un transport, cette fois-ci antérograde, c'est-à-dire aller du centre vers la périphérie. Et éventuellement, là aussi, utiliser le cytosquelette pour être exclu de la cellule et aller infecter d'autres cellules. Alors, il y a quelque chose, on y reviendra rapidement, en particulier, qui assure un peu cette notion à la fois d'utilisation et de subversion. C'est-à-dire que sous la membrane nucléaire, la cellule est en fait armée par un réseau d'actine qu'on appelle le réseau d'actine corticale. Et si on veut véritablement rentrer
ou ressortir, il faut le dissocier, il faut le disloquer, ce réseau d'actine corticale. Donc ça va être de la subversion. Mais en même temps, bien souvent, ces filaments d'actine vont être utilisés pour assurer la mécanistique du processus. Donc vous voyez que c'est toujours, on est à la limite à la fois d'utilisation quasiment physiologique et de la subversion. Alors ça, c'est simplement presque une caricature. On a parlé déjà du virus de la vaccine, hein, c'est toute cette famille qu'on appelle les poxvirus, les poxviridés, qui sont des gros virus à ADN avec un génome qui fait 200 kilobases, c'est quasiment la taille d'un très très gros plasmide dans une bactérie. Ça veut dire qu'il peut y avoir, vous savez qu'on compte en général comme les génomes microbiens, même pour certains virus comme les virus Pox sont assez compacts, 200 kilobases, ça veut dire environ, disons à la louche, 150 ou 200 gènes, ce qui est énorme pour un virus par rapport à ce qu'on connaît habituellement, en particulier de ce que peut coder un virus à ARN. Donc ce sont vraiment des gros virus avec des potentiels d'interaction extrêmement importants. Donc ça, c'est une cellule normale avec une coloration pour les microtubules qui irradie, comme vous le voyez, à partir, encore une fois, de ces centres organisateurs. Puis ça, vous avez déjà vu, ce sont des cellules avec un marquage fluorescent, comme la phallacidine, par exemple, pour l'actine. Et donc, vous voyez ces filaments d'actine qui structurent la cellule qu'on a appelée plusieurs fois les câbles de stress. Et vous voyez ici une cellule, la même, ou la même lignée cellulaire infectée par le virus de la vaccine après 72 heures. Les microtubules ont pour l'essentiel disparu et le cytosquelette d'actine est complètement réorganisé. Donc il y a clairement un effet, surtout avec le temps, cette cellule est vivante, un effet de ces virus sur le cytosquelette. Ce n'est pas uniquement disloqué parce que la cellule est moribonde, c'est véritablement une action directe d'un certain nombre d'effecteurs du virus. Alors, on va commencer par cette notion qui, encore une fois, n'était peut-être pas tout à fait claire jusqu'à présent, qui est celle que le virus, ou les virus, beaucoup de virus ont besoin d'actine pour finalement assurer une partie importante de leur cycle, et pas uniquement les phénomènes d'entrée, comme on a vu pour les bactéries, mais aussi des phénomènes de migration intracellulaire et tout ce qui concerne la maturation et la replication virale, puis bien sûr la sortie. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur l'actine, on en a beaucoup parlé dans le premier cours, sur la dynamique de sa polarisation, sur les protéines d'association à l'actine, certaines permettant de piéger des molécules et de les délivrer, certaines permettant de nucléer, éventuellement de faire des branchements, comme le complexe arbre de Troie, certaines permettant, dans les conditions de calcium, par exemple, d'aller couper, fragmenter ces filaments. Il y a toute une dynamique sur laquelle on s'est pas mal appesanti, je dirais, le premier cours, sur laquelle je ne reviens pas, qui aboutit à fabriquer ces microfilaments qui vont s'organiser de façon variable dans la cellule. Ça, on va y revenir parce que c'est important par rapport à ces phénomènes d'interaction virale. Alors, comme on avait dit la première fois, j'ai d'ailleurs repris une diapositive précédente, vous savez qu'une grosse partie de ces événements qui vont décider de la dynamique et de la régulation de la dynamique de l'actine sont liés à un cycle d'activation-désactivation de ces petites GTPases, de la famille Rho en particulier. Lorsque la molécule Rho est liée au GTP, elle va pouvoir se lier parce que sa conformation est tout à fait favorable à un certain nombre d'effecteurs qui vont en aval associer des assemblages ou des désassemblages de l'actine et donner lieu à des changements structuraux. Et la forme, bien entendu, associée au GDP est la forme inactive qui va être en réalité piégée et gardée sous forme de poule, totalement réactivable à tout moment par des molécules comme les molécules GEF ou éventuellement le circuit inverse étant activé par une activité GTPase. Donc on est là dans un système classique et les virus, comme les bactéries, finalement, manipulent en partie le cytosquelette, même si c'est un petit peu moins connu pour les virus, à partir finalement de ces systèmes de régulation. Finalement, comme on l'avait dit la première fois, c'est plus par une perturbation des mécanismes de régulation que par une action directe sur la structure, l'organisation du cytosquelette que se font tous ces événements, ce qui prouve d'ailleurs le côté extrêmement sophistiqué de ces régulations. Donc comme je vous avais dit la première fois, tout ce réseau d'actine dans la cellule
est extrêmement organisée, avec ces systèmes de GTPase qui, par l'intermédiaire de molécules qui vont assurer cet assemblage ou désassemblage du cytosquelette, vont donner lieu à ces structures. Par exemple, CDC42 via WASP active ce complexe ARP de 3, entraîne la polymérisation et donne lieu à la formation de ces qu'on appelle des philopodes, c'est-à-dire ces structures très fines qui émergent de la surface cellulaire. Et on reverra le rôle que joue ce type de structure philopodiale, et ça ce sont des données relativement récentes, tout à fait passionnantes dans l'infection, dans le mécanisme d'infection de la cellule ou de la transmission, de la dissémination du virus d'une cellule à une autre. On a ce petit GTPase RAC qui, par l'intermédiaire de WAVE et ensuite le complexe ARP de 3, donne lieu à la formation de ce qu'on appelle des ruffles, c'est-à-dire des zones extrêmement actives de la cellule qu'on voit généralement sur une cellule qui migre à l'avant de la cellule, mais ça peut donner lieu à des modifications dans d'autres circonstances. Et puis ces éléments qui sont bien entendu des témoins de stabilisation de la cellule dans la niche où elle a décidé de s'établir, qui sont les câbles de stress, qui matérialisent en fait à leur extrémité, là où ils convergent, ce qu'on appelle les zones d'adhésion focale, c'est-à-dire les zones vraiment où la cellule s'ancre et adhère à sa matrice, ou des zones où les cellules peuvent éventuellement adhérer l'une à l'autre dans, par exemple, les cellules polarisées qu'on a déjà vues, ce qu'on appelle les jonctions cellulaires. Donc on est là dans un contexte finalement que les virus vont très largement utiliser lorsqu'il va falloir assurer à la fois les processus d'entrée et les processus, entre guillemets, de sortie de la cellule, et donc on y reviendra. Donc beaucoup d'éléments sont en fait dans cette jolie vision de l'actine et de ses formes diverses sous laquelle elle apparaît, en tout cas dans sa forme polymérisée dans la cellule. Tous ces éléments, sous une forme ou sous une autre, vont être importants dans l'infection virale. Je vous ai parlé des philopodes, on y reviendra rapidement, dans leur rôle vous verrez, on parlera de virus, de surfing des virus, dans leur rôle de facilitation finalement de la reconnaissance de leurs récepteurs et d'entrée dans les cellules, les microvillosités qui vont servir probablement sous une forme ou sous une autre de systèmes de perception, d'accrochage de virus, de récupération de virus vers la surface cellulaire, voire dans l'autre sens de distribution des virus à d'autres cellules. On verra de façon un petit peu plus précise à quoi ça peut ressembler. On a des structures qu'on appelle des podosomes, qui sont des structures d'actine extrêmement structurées, avec, disons, une forme qui correspond à une espèce de cylindre d'actine très, très dense, très organisé, et qui permet l'adhésion aussi sur la matrice, mais qui va servir, par exemple, dans des cellules tumorales. On appelle ça non pas des podosomes, mais des invadopodes. Ce sont des structures qui s'assemblent, se désassemblent très régulièrement et qui permettent aux cellules tumorales de progresser sur une matrice ou éventuellement, probablement, sur des surfaces cellulaires comme les surfaces de cellules endothéliales. Et les virus, en particulier, on va y revenir tout de suite, les virus transformants, ont la capacité de faire des podosomes à cellules qu'ils infectent, et c'est probablement un des éléments moteurs de la capacité de détachement et éventuellement de migration ultérieure de ces cellules. Et puis à l'intérieur du cytoplasme, on est toujours de toute façon à l'intérieur, mais vraiment dans le volume cellulaire, on a ces structures très organisées de filaments d'actine assemblés sous forme de ce qu'on appelle des câbles de stress ou des câbles de tension, avec bien entendu ces molécules associées, en particulier la myosine ou les myosines, mais la myosine de type 2, qui est un des moteurs moléculaires extrêmement importants. On y reviendra dans ces phénomènes de migration virale à un moment ou à un autre dans le cycle. Donc voilà en gros le paysage par rapport à la structure générale de la cellule. Alors vous vous souvenez peut-être, dans le premier cours, je vous avais dit à quel point les bactéries, et en particulier les toxines bactériennes comme les enzymes de Clostridia par exemple, avaient été véritablement moteurs dans la compréhension
du rôle des petites GTPases, par exemple, de la famille Rho, dans la régulation du cytosquelette d'actine. On avait pris l'exemple de l'exoenzyme C3, qui était vraiment à l'origine, je vous avais montré les papiers que je considère un peu comme les papiers clés dans cette affaire, à l'origine de la compréhension du fait qu'il existait, que la fonction de ces petites GTPases, qui pouvaient être modifiées par ces toxines, justement, était de réguler l'assemblage et surtout la nucléation et la polymérisation de l'actine. Il en était un petit peu de même avec les virus, avec ce phénomène finalement de transformation cellulaire par les virus oncogènes. Et ça remonte au travail, disons, des années 70. Donc ce ne sont pas des travaux totalement récents, mais ce sont vraiment des travaux qui ont amené une autre molécule finalement au devant de la scène. C'était bien avant, c'était 10 ou 15 ans avant toute l'histoire, toute la saga des petites Rho GTPA. C'est la molécule SARC, qui est un peu le proto-oncogène par excellence, qui est une tyrosine kinase. Donc, finalement, ce que voyaient les gens à l'époque, c'est que des virus transformant les cellules, comme le virus du sarcome de Roux, qui est un rétrovirus aviaire, comme le virus SV40, qui est un virus de singe, qui cause des tumeurs qu'on appelle des polyomes chez le singe, et puis un certain nombre de sérotypes d'adénovirus, qu'en fait, une des caractéristiques premières de ce phénomène de transformation des cellules infectées par ces virus étaient les modifications de forme, des modifications morphologiques, et que ces modifications morphologiques étaient bien entendu largement dues à des altérations du cytosquelette cellulaire. Donc ce qu'on voit essentiellement lorsque une cellule est transformée, ici vous avez une cellule normale, ici vous avez une cellule qui est transformée du fait de l'infection par le virus du sarcome de Roux. Ce que font les cellules, c'est, si vous venez ici par exemple sur cette image en Omarski, vous voyez que les cellules s'arrondissent. En fait, elles perdent leur contact avec le reste des autres cellules du tapis et elles forment des sphères au lieu d'être plates et avec des réseaux d'actine et des câbles de stress extrêmement structurés. Donc elles prennent cette forme, elles font des vésicules de surface, elles font des structures ici, c'est un marquage pour l'actine, comme ici. Vous voyez, en fait, c'est le même marquage. Donc vous voyez la différence à la fois de forme et de sous-structure des cellules. Tout ça, ce sont des podosomes. Ou des invasomes, si on veut, puisque là, on est vraiment déjà dans le domaine de la transformation. Donc, vous voyez que les cellules changent complètement d'aspect et que cet aspect est très largement lié, encore une fois, à la subversion ou à la rupture du cytosquelette. Donc, tous ces critères de modification cellulaire caractéristiques de ce phénomène de transformation, encore une fois, ont pu être progressivement rapportés à l'expression par ces virus transformants, encore une fois, le virus du sarcome de Roux, le SV40, les adénovirus. Donc, ont pu être rapportés à l'expression par ces virus de protéines qui ont été appelées des oncoprotéines ou des oncogènes, c'est-à-dire des protéines capables d'induire ces transformations. Alors ce que ça voulait dire, au fond, c'est que non seulement ces protéines altéraient, bien entendu, le cytosquelette et donnaient des changements extrêmement visibles sous le microscope à la forme de ces cellules, mais qu'elles avaient aussi d'autres fonctions, seules ou en association avec d'autres oncoprotéines, certains virus peuvent en produire plusieurs, et que ces autres fonctions touchaient en particulier des éléments très importants, comme la survie, comme le cycle cellulaire, puisque une cellule transformée, c'est aussi une cellule qui va, dans une certaine mesure, atteindre un certain degré d'immortalité, et ça ne tient pas uniquement et de loin à des changements du cytosquelette. Donc, la grande découverte dans le domaine c'était de montrer que finalement le virus du sarcome de Roux, c'était le premier, avait un gène qui a été appelé VSARC, V pour virus, et que ce gène avait comme produit une oncoprotéine
qui est une tyrosine kinase, et que c'était cette tyrosine kinase qui entraînait l'essentiel de ces modifications du cytosquelette cellulaire. Et ça a été vraiment le début non seulement de la compréhension de phénomènes de transformation cellulaire, mais aussi de réalisation que chez l'hôte eucaryote, l'hôte mammifère par exemple, existait une variante finalement de cette oncoprotéine. C'est l'oncoprotéine qui a été reconnue la première, qui a été appelée cSARC pour SARC cellulaire, et que cette protéine cSARC a un rôle très très important dans la régulation du cytosquelette par la phosphorylation d'un certain nombre de protéines cibles, en particulier la cortactine, par exemple. On en avait parlé dans le cas de Shigella. On voit ça de façon caricaturale, mais ça a un rôle tout à fait physiologique dans la régulation. Et beaucoup de virus, au-delà du virus de sarcome de Roux et du SV40 et autres, ont, surtout ces virus à grand génome parfois, des gènes qui codent pour des équivalents plus ou moins dégénérés d'oncogènes qu'on peut retrouver chez les mammifères, chez l'homme, comme ces SARC, comme ces FOS, ces JUN et ces MYC. Donc cette présence finalement traduit la proximité extraordinaire qu'il existe entre virus et les hôtes, pour ce qui nous concerne les hôtes humains, et le fait que bien entendu beaucoup de ces gènes ont été soit capturés par les virus, soit certains d'entre eux nous ont été donnés par des virus, et vous savez le rôle important et la masse que représentent en particulier certains rétrovirus intégrés et contrôlés dans notre génome. Donc voilà les débuts finalement, et tout de même le fait que les virus, via le processus de transformation, ont permis d'identifier ces oncogènes et d'être sur un pathway qui était vraiment un pathway d'abord et avant tout de régulation du cytosquelette. Dans les cellules transformées, par exemple, VSARC est concentré dans ces podosomes, qui sont ces structures un petit peu clés à la fois de la perte d'adhésion et éventuellement de la migration, et ça nous dit encore plus, bien entendu, sur sa fonction dans le processus de transformation. Donc voilà en gros pour VSARC. La question qui s'est posée, bien sûr, dans les années ou les décades qui ont suivi, c'est d'essayer de savoir quel était le mode d'action de VSARC, parce que, bien entendu, il ne suffit pas de phosphoryler les protéines et un certain nombre de protéines. La liste commence à s'allonger pour mettre en place un processus aussi complexe que la transformation cellulaire. En fait, ce qui a été montré, qui est peut-être une des voies les plus intéressantes à l'heure actuelle, ce d'autant plus qu'elle pourrait expliquer le lien entre cette altération du cytosquelette induite par VSARC et les modifications du cycle cellulaire, c'est qu'une des cibles pour la phosphorylation de SARC serait la calpaïne. Je vous montrerai un schéma tout de suite après. En fait, SARC... La calpaïne est une protéine clé dans la régulation de voies, de pathways de signalisation pour le cytosquelette, mais aussi pour les processus de régulation du cycle de la cellule. Elle est en permanence contrôlée par une molécule qui s'appelle la calplastine, je vais y arriver, excusez-moi. Et en réalité, cette VSARC va altérer la fonction de la calplastine et favoriser considérablement l'équilibre, la balance dans le sens de l'activation et de la fonction de la calpaïne. Et une des fonctions clés de la calpaïne par rapport à ces phénomènes de rupture du cytosquelette, c'est d'aller, en fait, c'est une protéase, hydrolyser une molécule clé qui assure la stabilisation des foyers d'adhésion cellulaire qui s'appelle FAK. Focal Adhesion Kinase, on a parlé d'adhésion focale, et là on est sur une molécule qui est une kinase qui assure cet assemblage et cette stabilisation. Donc on est dans un système, c'est une des hypothèses, il y en a sûrement d'autres, où en réalité, via l'action de VSARC, la calpaïne va disloquer les foyers d'adhésion cellulaire et faciliter finalement cet arrondissement et ce détachement qui est caractéristique des cellules transformées. Il est probable que par d'autres mécanismes moléculaires,
C'est ce que j'ai résumé ici, j'ai mis les références. On est aussi une action de l'alcalpaïne, et donc quand elle est activée par SARC, une action forte de l'alcalpaïne sur le cycle cellulaire, et vous voyez bien entendu les conséquences que ça peut avoir sur l'immortalisation de ces cellules. Donc on voit d'emblée qu'on est dans des systèmes complexes où la molécule SARC, caractéristique de la transformation cellulaire, donc va jouer à la fois, ça ne marche pas très bien, sur les systèmes d'adhésion cellulaire et en même temps sur des systèmes qui régulent le cycle, et donc finalement quelque part VSARC fait d'une pierre deux coups dans cette affaire. Ça, c'est juste pour montrer de façon un petit peu plus précise. FAC, en fait, cette kinase est capable d'intégrer, d'assembler un certain nombre d'éléments du cytosquelette, en particulier des éléments comme la paxiline, la taline, la vinculine ici, qui vont structurer au niveau des plaques d'adhésion l'assemblage de ces filaments d'actine qui se retrouvent, ces capes de stress qui viennent se retrouver au même endroit et forment cette plaque d'adhésion. Tout ça intégrant bien entendu bêta-1, c'est une des sous-unités des intégrines qui assure l'adhésion de cette plaque focale à la matrice cellulaire. Donc ce que fait la calpaïne activée par SARC, c'est d'aller hydrolyser FAC et en fait de désassembler complètement ce processus d'intégration de l'actine de manière à, dans une certaine mesure, assurer le détachement ou en tout cas l'arrondissement cellulaire. Donc vous voyez ici, par exemple, dans une cellule qui a été transfectée par un VSARC inactif, l'aspect de ces zones d'adhésion focale qui est très structuré, linéaire, qui suit finalement l'avancée et l'arrivée des câbles de stress. Et là, vous voyez qu'ils perdent complètement leur structure, leur morphologie. La cellule, en fait, cette fois-ci, a été transfectée par un vecteur exprimant le VSARC actif. Et on peut commencer à décliner, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai mis ici toutes les références, le fait que de plus en plus de travaux amènent à envisager et à comprendre mieux ce phénomène de transformation, dont certains aspects, encore une fois, sont liés au cytosquelette. Par exemple, l'antigène petit t du SV40 a un rôle d'inhibition sur une phosphatase qui s'appelle PP2A, et cette phosphatase PP2A, en fait, joue un rôle très très important. Elle est au cœur de la régulation des complexes multiprotéiques qui régulent l'adhésion, la polarité, la croissance, la survie, la prolifération cellulaire. Donc ces virus, via en particulier donc, cet antigène T, sont capables d'avoir un rôle finalement amplifié par le fait que ces molécules ont des fonctions relativement pléiotropes dans la cellule. Donc on est dans un système finalement où on peut commencer à mettre en place les éléments de la régulation du cytosquelette qui vont aboutir à la dynamique de la cellule ou à des zones d'adhésion de la cellule ou à des phénomènes de mobilité et voir cartographier finalement sur ce type de schéma là où des effecteurs viraux vont pouvoir aller modifier, activer, désactiver des étapes importantes de la signalisation et donc, encore une fois, assurer ce processus de subversion cellulaire dont je vous ai parlé et qui est bien entendu presque, je dirais, caricatural dans le cas de VSARC ou de l'antigène T de SV40 tel que je vous l'ai montré par rapport au phénomène de transformation cellulaire qui, encore une fois, a eu, je pense, un rôle relativement historique dans la pensée par rapport à ces effecteurs viraux et à la possibilité que le cytosquelette soit un élément important dans l'interface entre le virus et les effets qu'il doit imprimer sur la cellule. Alors, l'actine, en fait, va être impliquée finalement à tous les stades de l'interaction de certain nombre de virus avec la cellule et probablement de l'essentiel des virus avec la cellule, en particulier au niveau de l'entrée de ce virus. Donc, qu'est-ce qu'on appelle entrée ? Finalement, c'est un phénomène ou un terme relativement large qui va couvrir le contact du virus avec la surface cellulaire, éventuellement un phénomène qui est de mieux en mieux connu, que je vous ai mentionné très rapidement, qui est le phénomène de surfing, c'est-à-dire que le virus va migrer sur la surface cellulaire
jusqu'à ce qu'il puisse trouver véritablement son récepteur, et à ce moment-là, il va pouvoir assurer son phénomène secondaire d'endocytose, pénétrer à l'intérieur de la cellule. Certains virus, les virus enveloppés, ne vont pas utiliser éventuellement des mécanismes classiques d'endocytose, mais vont simplement fusionner leur enveloppe avec la membrane et intégrer leur capside à l'intérieur de la cellule. Mais on va voir que néanmoins, l'actine a l'air d'aider un petit peu à ces phénomènes. L'actine va jouer un rôle dans l'agrégation des récepteurs et éventuellement dans l'induction d'extensions cellulaires qui seront utiles, encore une fois, à ces phénomènes de surfing. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est étonnant, quand je vous ai parlé de bactéries, je vous ai montré finalement l'arsenal d'effecteurs bactériens qui étaient en interaction éventuellement avec le cytosquelette cellulaire. Bon, les virus sont quand même des individus, si l'on peut dire, plus simples. Néanmoins, ils sont capables, sous une forme ou sous une autre, de s'intégrer dans ces phénomènes de signalisation qui vont amener à leur endocytose. Et en fait, quand on regarde les différents modèles viraux, on s'aperçoit que l'entrée par endocytose est médiée quasiment par tous les phénomènes, entre virus différents, bien entendu, par tous les phénomènes qui ont été décrits, comme l'endocytose médiée par la clatrine, je vais vous en montrer un exemple tout de suite après, les phénomènes de macropinocytose, qui sont souvent des phénomènes finalement de formation de grosses vésicules induits par l'activation de récepteurs à des facteurs de croissance et qui permettent à la cellule d'embrasser et de récupérer un certain nombre de composants du milieu extracellulaire. L'endocytose médiée par ce qu'on appelle les cavéoles sont des structures qui répondent à un assemblage d'une molécule qui s'appelle la cavéoline, qui est très particulièrement associée à des compositions lipidiques, à des zones lipidiques particulières de la membrane qu'on appelle des radolipidiques, et d'autres mécanismes moins bien connus. Mais donc il y a une grande diversité de mécanismes d'endocytose qui sont utilisés par les virus pour entrer dans les cellules et qui toutes impliquent à un moment ou à un autre l'actine directement ou en soutien finalement de ces phénomènes moléculaires. Mais comme je vous le disais rapidement, certains virus, les virus dits enveloppés, c'est-à-dire ceux qui acquièrent une enveloppe lipidique à leur surface, vont pouvoir rentrer dans les cellules en fusionnant cette membrane lipidique et en internalisant leur capside. Mais encore une fois, l'actine peut aider, ne serait-ce que pour cet élément dont je vous ai parlé dès le début, qui est la nécessité de dissoudre, de rompre ce réseau d'actine corticale si on veut pouvoir véritablement pénétrer efficacement. C'est un peu comme une côte de maille qu'il faudrait pouvoir lacérer de manière à l'ouvrir et à pénétrer vraiment efficacement à l'intérieur du cytoplasme. Donc l'endocytose va amener le virus dans des compartiments vésiculaires. On a vu toutes ces voies de pénétration, les endosomes, la maturation des endosomes, l'acidification. Les virus vont subir, si l'on peut dire, ces éléments-là, mais ils vont aussi les utiliser. Je vous montrerai un exemple un peu plus tard où l'acidification dans les vésicules, par exemple la baisse du pH, va servir à probablement modifier la conformation de certaines protéines qui vont permettre au phénomène de cycle cellulaire de se poursuivre. Donc, il y a éventuellement, à tous ces stades de l'entrée, une intervention de l'actine, quelles que soient les stratégies utilisées. Et ceci se fait soit par la nécessité d'utiliser la dynamique de la polymérisation de l'actine pour permettre ce processus d'entrée, soit encore une fois inversement la nécessité de disloquer ce réseau d'actine de manière à ce que l'internalisation se fasse de façon efficace. Donc comme je vous l'ai dit dans la diapo précédente, en gros tous les mécanismes caractéristiques de phénomènes physiologiques d'entrée de molécules, de particules dans les cellules vont être pris en compte par les virus. La formation de ce qu'on appelle des vésicules recouvertes, coated pits, c'est-à-dire la formation de ces vésicules
par l'intermédiaire d'une molécule qui s'appelle la clatrine, et la finalement scission de cette molécule, cette vésicule et sa pénétration dans la cellule, un phénomène qui finalement, dans l'esprit, est relativement proche, même si les molécules qui l'assurent sont différentes, c'est ce phénomène de formation de cavéoles, en particulier lié à la présence de cette molécule qui s'appelle la cavéoline. Et puis il y a des phénomènes de phagocytose vrais. Probablement pour certains gros virus, on n'est pas loin de ce qu'on voit éventuellement pour une bactérie, et la formation de ces ruffles qui sont éventuellement le moteur de formation de cette macropinocytose dont on a parlé, c'est-à-dire cette capacité d'emmagasiner des grosses quantités de liquide et de substrats solubles par l'activation massive du cytosquelette. Donc finalement, d'une manière ou d'une autre, le virus va trouver à rentrer dans la cellule, mais quoi qu'il arrive, l'actine, sous une forme ou sous une autre, jouera son rôle. Et ça, c'est simplement pour vous montrer de façon un petit peu plus précise la formation de l'assemblage de ces côtes ou de ces systèmes de manteaux qui recouvrent en fait la vésicule d'endocytose. Et donc cette molécule qui s'appelle la clatrine avec un adaptateur qui s'appelle AP2, les virus vont utiliser ce système, leur taille étant souvent à la limite de la physiologie du système, elles vont néanmoins pouvoir se faire internaliser de cette façon. Donc comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on a envisagé plus ou moins clairement les phénomènes d'entrée, l'actine va être impliquée et encore une fois, juste pour le matérialiser, ne serait-ce que la rupture de ce réseau d'actine corticale pour l'internalisation de cette vésicule à puits recouvert qui contient ce virus, ou pour la pénétration d'un virus enveloppé, il faut d'une manière ou d'une autre que le cortex d'actine soit disloqué et que la dynamique du processus puisse se faire, car s'il y a une étape finalement qui est bloquée, il est fort probable que l'infection et l'entrée cellulaire va avorter. Alors, ayant ce modèle de réseau d'actine sous-corticale en tête, on peut commencer effectivement à décliner un certain nombre de stratégies virales d'entrée et à prendre quelques exemples de virus qui vont assurer ou s'assurer de ce système pour pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors le premier dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle le viral surfing, c'est-à-dire le surfing du virus à la surface de la cellule. C'est-à-dire qu'en réalité, le virus va être pris en compte par un récepteur provisoire, éventuellement. Ici, par exemple, on s'intéresse à un virus qui est le virus Coxsackie, qui va en fait être pris en compte à la surface de la cellule par une molécule qui s'appelle le DAF. DAF, ça veut dire Decay Accelerating Factor. Vous savez, c'est une de ces molécules dont on a parlé la semaine dernière, qui sont des molécules qui régulent la fonction du complément et qui inhibent la fonction du complément à la surface des cellules. Donc ces virus sont pris en compte par cette molécule DAF, et cette molécule DAF a en fait la capacité du côté cytoplasmique d'interagir avec ce réseau d'actine et en particulier ce réseau extrêmement dynamique lorsqu'on est en présence de formation de ces structures phylopodiales ou de ces projections dont je vous ai parlé. Et en fait, la myosine 2, qui est la molécule motrice là-dessus, va permettre à ces molécules, comme c'est un phénomène de tapis roulant quasiment, de migrer le long de ces câbles d'actine depuis l'extérieur de la cellule et d'aller finalement explorer dans une certaine mesure la surface de la cellule jusqu'au moment où elle va trouver véritablement son récepteur. Ici, c'est ce récepteur qui s'appelle K pour donc ce type de virus, et pouvoir, à partir de ce récepteur, assurer véritablement son processus d'entrée finale, qui va être ici un processus classique médié par la formation de ce triskelion de clatrine. Donc ça, c'est un des modèles qui vaut pour les virus Coxsackie et pour les adénovirus, d'ailleurs, car donc c'est Coxsackie et adénovirus ou adenovirus receptor. Donc ça, c'est un des modèles et c'est un des jolis systèmes finalement qui amènent à
l'entrée du virus, encore une fois, grâce à ce phénomène d'exploration de la surface cellulaire et jusqu'à ce qu'il trouve véritablement son récepteur dédié. L'actine renforce aussi, finalement, par le fait qu'elle est nécessaire à l'entrée clatrine dépendante, l'entrée de ce virus ultérieurement. Donc ce n'est pas uniquement le surfing, c'est aussi l'internalisation elle-même. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, la rupture de l'actine, dans ce cas, va permettre à ces virus enveloppés, après la fusion, de faire pénétrer leur capside dans la cellule. Donc la possibilité, en dehors du désassemblage de l'actine, que l'actine puisse aussi faciliter les étapes primaires de la migration de cette capside à l'intérieur de la cellule, mais tout ça sont des phénomènes qui ne sont pas très bien connus à l'heure actuelle. Donc finalement, un rôle important de l'actine dans ces phénomènes d'entrée, à la fois, encore une fois, en surface, ce phénomène de surfing dont on a parlé, et au stade secondaire qui est le stade de l'endocytose. Alors ça, c'est juste pour vous montrer quelques belles images du fait que, bon, il y a endocytose médiée par la clatrine et endocytose médiée par la clatrine et entrée des virus. Les choses sont jamais aussi claires et aussi, y compris morphologiquement, évidentes. Vous avez ici la formation d'un puits recouvert de clatrine dans un processus d'entrée médié donc, par ce phénomène de clatrine classique, au niveau d'une cellule. Et vous avez ici, c'est un très joli papier avec une très belle microscopie électronique en fait, et un joli schéma pour finalement illustrer ça. Le phénomène d'entrée du virus de la stomatite vésiculeuse. Vous voyez qu'il y a de la clatrine, mais vous voyez aussi que la vésicule d'entrée est déformée finalement. Probablement ce triskelion, puisque c'est ces trois molécules de clatrine qui forment un lacis, a un certain degré de déformabilité qui permet à cette vésicule d'entrée de s'adapter au fait que le virus est de taille un petit peu supérieure à la normale, de forme différente en fait des éléments particuliers qui sont habituellement internalisés par le processus classique. Donc c'est une espèce d'entrée médiée par la clatrine, mais pas aussi belle et pas aussi propre et nette que le phénomène physiologique, et l'utilisation peut-être plus nette encore que dans le cas de l'endocytose médiée par récepteur classique, l'association de cytosquelettes pour aider en particulier à cette finalement fission qui va permettre à la vésicule qui a internalisé le virus de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors, on a donc un certain nombre d'événements qui ont trait au phénomène d'entrée, mais on a aussi d'autres événements qu'on peut finalement lister ici. Je vous les ai mis, j'en ai déjà parlé. On parlera rapidement de l'entrée du VIH dans les lymphocytes et du rôle éventuel de l'actine. Le rôle en particulier que peut avoir l'actine dans ce phénomène de... En fait, on l'a dit pour le surfing, il faut que le virus finisse par trouver son bon récepteur à la surface de la cellule. Mais trouver un seul récepteur, ce n'est pas nécessairement suffisant pour signaler de façon efficace et assurer l'entrée, ou pour prendre en compte le nombre de ligands à la surface du virus qui sont nécessaires. Donc très souvent, ces systèmes vont aussi permettre, par l'intermédiaire de l'actine qui assure ce trafic via la myosine de récepteurs sous la surface membranaire, d'assurer ce qu'on appelle le clustering, c'est-à-dire l'agrégation des récepteurs, et d'amener finalement à une concentration critique de récepteurs qui va permettre à la fois d'en prévoir suffisamment pour prendre l'ensemble du virus en action, et puis en même temps aussi assurer une signalisation qui soit suffisamment efficace pour que l'internalisation se fasse correctement. Alors juste, sans vouloir trop marcher sur les plates-bandes d'Anos Malin qui parlera après, en fait, juste pour redire cette notion que même les virus enveloppés, un virus comme le VIH,
vont, sous une forme ou sous une autre, avoir besoin de l'actine. Et en fait, il l'utilise de façon, telle que je peux le voir et essayer de le décanter, finalement de deux façons. Une qui est celle dont on vient de parler assez longuement, qui est l'entrée dans les cellules, et l'autre qui va être probablement plus du sens de la subversion telle qu'on en a parlé, c'est-à-dire la capacité d'altérer la motilité des cellules qui sont infectées. Donc le virus VIH a cette fameuse GP120, cette glycoprotéine de surface, dont une partie va interagir bien entendu avec le récepteur CD4, et c'est ce qui va permettre à ce virus d'atteindre la surface des lymphocytes T et de s'y associer. Et très clairement, cette interaction entre la GP120 et le récepteur CD4 a valeur de signalisation, ce n'est pas uniquement pour s'accrocher à la surface de la cellule, et cette signalisation va donner lieu à une modification du réseau d'actine et faciliter, dépendant de l'actine, un certain nombre de phénomènes, et en particulier ce fameux clustering des récepteurs, cette agrégation de récepteurs, qui va toucher éventuellement ce deuxième récepteur, qui est aussi engagé par la molécule GP120, CCR5, CXCR4. Bon, je mélange un petit peu là les lymphocytes CD4 et les monocytes, mais ce n'est pas très grave en sens où c'est plus la dynamique du processus sur laquelle je veux insister. Et c'est finalement, grâce à cet engagement du cytosquelette, probablement en partie, que va se mettre en place cette chorégraphie des récepteurs qui va permettre finalement au virus d'engager correctement la surface de la cellule et d'assurer à terme la fusion et l'entrée de sa nucléocapside à l'intérieur de la cellule. Donc je pense qu'on n'est pas dans des systèmes qui sont totalement des systèmes passifs, c'est-à-dire où le virus est véritablement absorbé par la cellule comme serait absorbé une particule X, Y ou Z. On est vraiment dans un système de ce qu'on appelle de crosstalk, de dialogue moléculaire entre le virus et la surface et la sous-surface cellulaire, de manière à ce que le système d'entrée soit optimisé. Donc ça, c'était plutôt l'entrée. Et puis, peu à peu, on voit apparaître dans la littérature un certain nombre de travaux, peut-être on en parlera sous une forme ou sous une autre, sur le rôle finalement de molécules comme la molécule NEF, qui joue un rôle dans la replication virale, et il semble qu'une partie de ces fonctions soit liée au fait que cette molécule NEF puisse engager un certain nombre d'éléments du cytosquelette de la cellule, éléments qui sont eux-mêmes importants pour la dynamique cellulaire. En particulier, ceci va pouvoir permettre de ralentir éventuellement la migration d'un lymphocyte T en présence d'un gradient chimioattractant, mais aussi altérer, encore une fois, par ces phénomènes de clustering, ici inverser la possibilité d'engager par exemple le récepteur des cellules T, le T-cell receptor, de le désactiver, car il y a besoin d'une certaine concentration critique de ces récepteurs pour assurer l'activation des voies de signalisation qui vont répondre donc à l'engagement de ce T-cell receptor. Donc il y a un vrai jeu pervers de ce virus avec la cellule cible, qui passe aussi par des modifications de l'actine, même si c'est un domaine qui est probablement un petit peu moins bien connu que ce qu'on a pu développer dans d'autres systèmes. Alors, le dernier point que je voulais mentionner rapidement, c'est des choses qui apparaissent de plus en plus ou qui sont prises en compte de plus en plus pour une raison. Bon, d'abord, d'essayer d'assurer une meilleure compréhension de ces phénomènes d'infection et d'amélioration de la nature de la compréhension de ce cycle viral, mais aussi parce que sans doute les outils de l'imagerie, en particulier l'imagerie dynamique, et la qualité de la résolution qu'on peut obtenir maintenant en matière d'imagerie photonique en particulier, permet de voir se former, s'étendre, s'allonger, se rétracter, bouger
à la surface des cellules des structures qu'on avait jusqu'à présent complètement occultées, dans la mesure où, en fait, pour être simple, on ne les voyait pas. Et donc, de plus en plus, on voit que certains virus, comme virus HSB, c'est le virus herpès simplex, peuvent stimuler une capture accrue de virions. C'est en fait, le virus va stimuler par des relations avec le cytosquelette qui sont encore mal connues, probablement par l'intermédiaire de ceux qui sont déjà peut-être à l'intérieur de la cellule, la formation de filaments qui vont en fait explorer un petit peu le milieu extracellulaire, capturer ce virus et l'amener en surface de manière à augmenter finalement, dans la logique du virus, sa capacité d'infection cellulaire. Et les virus papilloma ont la capacité de faire des choses un petit peu similaires, et les bases moléculaires de tout ça commencent à être analysées. Alors moi, comme vous le savez, je ne suis pas virologue, je m'intéresse au cytosquelette, donc les modèles viraux et bactériens, pour moi, c'est, je vous le disais sur une des premières diapositives, bactéries et virus, même combat quand il s'agit de rentrer dans une cellule. Même si rentrer dans une cellule est vital pour un virus, parce que sinon il n'existe pas, et peut l'être dans une certaine mesure pour les bactéries, si elles ont besoin finalement d'assurer une partie de leur pathogénicité par rentrant à l'intérieur des cellules. Juste pour vous montrer un équivalent de ces structures phylopodiales et de leur dynamique, on a publié ça il y a quelques mois avec le groupe de Guy Tranvagneux, justement, qui est ici au collège, c'est de montrer qu'une cellule, en particulier en présence d'ATP, forme des philopodes, des structures microphylopodiales qui vont en fait en permanence explorer l'extérieur de la cellule et éventuellement capturer des particules qui sont dans le milieu extracellulaire. Et donc ces filaments vont être capables, en particulier lorsqu'il s'agit d'une bactérie invasive comme Shigella, de se rétracter et d'amener en fait la bactérie à la surface de la cellule et de rendre beaucoup plus efficace le phénomène d'entrée. Donc je vous montre juste un court clip vidéo là, qui vous montre la surface de la cellule avec ces philopodes qui sortent véritablement du volume cellulaire, et puis une bactérie qui est accrochée là, le phylopode se rétracte, la bactérie est amenée à la surface de la cellule, et dans le cas de Shigella, bien entendu, je vous en ai déjà parlé, vous avez cette réorganisation massive du cytosquelette qui se referme en fait sur la bactérie, et la bactérie est piégée et est internalisée dans la cellule. Mais vous voyez le rôle en fait de ces structures phylopodiales en action dans la capacité d'exploration, de capture et finalement de transport de ces particules vivantes, bactéries ou virus, vers la surface cellulaire. Alors l'actine joue aussi sans doute un rôle, une fois la cellule envahie, dans les phénomènes de replication du virus, dans les phénomènes d'assemblage, de dissémination du virus. Il y a, quand on prend la littérature, effectivement, énormément de stades où il semble, où on a des données selon lesquelles l'actine peut être impliquée. Souvent, les expériences qui prouvent ces éléments sont des expériences, disons, un petit peu rustiques dans leur conception. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des drogues comme la phalloïdine, comme la latronculine, qui disloquent les filaments d'actine, et puis on s'aperçoit qu'effectivement le virus ne va pas bien, se replique mal, trafique mal dans la cellule, mais on introduit dans la cellule tellement d'altérations lorsqu'on disloque son cytosquelette qu'il n'est pas impossible que beaucoup de ces effets soient en réalité des effets relativement secondaires, voire tertiaires, à la nécessité véritablement directe d'une fonction de l'actine. Mais certainement, autant les phénomènes d'entrée impliquent l'actine, autant les phénomènes de sortie, entre guillemets, vont aussi impliquer de façon importante des réorganisations de l'actine, qu'il s'agisse des phénomènes, encore une fois, de rupture de cytosquelette cortical de manière à pouvoir accéder à la membrane et ensuite au phénomène de sortie, avec le bourgeonnement viral et cette induction d'extension dont on a parlé, qui, en fait, ces extensions, ce qui est curieux, c'est qu'elles vont servir à la fois à sortir, mais aussi à rentrer. Je vais essayer de clarifier ça un petit peu. Donc, l'actine peut être impliquée dans ces phénomènes finalement
tardifs, finaux du cycle viral, qui sont les phénomènes de ressortie de la cellule une fois que le virus a été repliqué et le virion repliqué et assemblé. Et il y a beaucoup d'exemples, y compris très joliment illustrés, de la littérature. Par exemple, les paramyxovirus, curieusement d'ailleurs, utilisent des monomères d'actine à un moment de leur cycle, et en particulier au moment de la transcription, pour des choses qu'on ne comprend pas très bien, mais certainement l'actine va permettre en fait la sortie de ces virus par l'intermédiaire de cette ébauche de projection, comme vous le voyez ici, avec des filaments d'actine marqués par la myosine S1. Et puis des virus ici comme les rétrovirus, comme le VIH ou le MMTV. MMTV, c'est le virus de Mouse Mammary Tumor Virus, c'est le virus de la tumeur mammaire de la souris, qui est un virus très, très intéressant, qui a été vraiment un des virus modèles d'infection par les rétrovirus, en particulier au niveau de la muqueuse intestinale. Et donc ces rétrovirus finalement l'utilisent, cette polymérisation de l'actine, pour se faire finalement projeter vers l'extérieur de la cellule, et ensuite pourra s'assurer, puisque ce sont des virus enveloppés, la fusion et l'exit, la sortie du virus à l'extérieur. Et puis on y reviendra. Le joli exemple, c'est bien sûr, vous avez vu la première diapositive avec ces traînées, ces comètes d'actine, le virus de la vaccine, qui va vraiment utiliser de façon extrêmement subtile le cytosquelette d'actine pour assurer la formation de ces sites de sortie de la cellule. Et vous voyez en fait ici déjà cette protrusion sur laquelle est assis, si je puis dire, à l'extérieur de la cellule le virus, parce que la membrane externe du virus a fusionné, et cette traînée d'actine qui en fait matérialise cette poussée du virus vers l'extérieur, mais on y reviendra. Donc j'ai essayé de vous montrer avec la complexité, certaines incertitudes, la diversité des systèmes, au stade finalement intracellulaire de replication du virus, un rôle à un moment ou à un autre du cytosquelette d'actine, pas toujours très clair, mais redevenant très clair au moment de la sortie du virus. Donc voilà ce que je vous ai montré déjà, je ne pense pas que je vais revenir là-dessus. Alors à chaque fois, je vous ai donné des références auxquelles vous pouvez vous rapporter, bien entendu. Alors quelque chose qui est intéressant, parce que c'est vraiment en train d'émerger à l'heure actuelle, et ça crée finalement une espèce de pont entre la biologie de l'infection virale, du dialogue moléculaire virus-cellule, et finalement de la physiologie cellulaire. On voit de plus en plus, et j'en ai déjà parlé, ces phénomènes de formation finalement de philopodes, vraiment de structures très fines. Je vous ai montré même un film pour vous illustrer la dynamique de ces phénomènes. Et finalement, cette notion qui est en train de s'élargir du fait que ce phénomène de surfing, qui met finalement en jeu l'utilisation, en anglais on dit le harnessing, c'est-à-dire la prise en compte, la prise en main de systèmes physiologiques pour migrer en fait à la surface des cellules, à l'extérieur de la cellule, mais en utilisant un système de récepteurs qui est connecté, lui, au filament d'actine par l'intermédiaire de la myosine. Et vous savez que la myosine de type 2 est un moteur moléculaire, ATP dépendant bien entendu, qui va, en fait, c'est une espèce de système qui se détache, se raccroche des filaments d'actine, va dans une direction qui est depuis le pôle négatif vers le pôle positif, et si cette molécule de myosine repose sur une structure fixe, elle va finalement, par ce mécanisme, faire migrer de façon rétrograde dans l'autre sens le filament d'actine. Et les virus à la surface des cellules peuvent utiliser ce processus de migration, encore une fois ce surfing, pour aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, explorer la surface cellulaire et pouvoir trouver le bon récepteur ou les bons récepteurs au bon endroit, mais peuvent aussi, pour peu qu'il y ait une inversion de la polarité des filaments, utiliser le système, en particulier lorsque les extensions sont en train de se former, pour aller migrer le long de ces extensions. Et il y a de plus en plus d'évidence
que ce type d'extensions qui viennent un peu, en tout cas in vitro, qui viennent s'intriquer les unes les autres à partir de ces cellules, va permettre de créer véritablement des ponts qui vont faciliter le trafic des virus qui viennent de sortir d'une cellule par l'intermédiaire de ces ponts pour aller infecter une autre cellule et ainsi de suite. Donc on a là un très joli modèle qui émerge. Je vous ai mis peut-être un des papiers un peu princeps de tout ça, qui est le papier de Walter Matthes ici, qui a été un des premiers à montrer que de Murine Leukemia Virus MLV, qui est un rétrovirus de souris, comme son nom indique, était capable véritablement, comme vous le voyez, j'espère comme vous le voyez sur ces vous voyez la densité qui peut exister à la surface de ces cellules, de ces philopodes, et tout ce que vous voyez là, marqué par des flèches en particulier, ce sont des virions, ce sont des virus qui migrent. Et on a là probablement, encore une fois, l'interconnexion de philopodes d'une cellule A et d'une cellule B, et un vrai pont formé entre ces cellules. Vous voyez les particules virales ici. La microscopie électronique à balayage à haute résolution de ce papier était vraiment tout à fait exceptionnelle, et le rôle de la myosine de type 2 dans cette migration. Là, c'est la version transmission, microscopie électronique à transmission. Vous voyez les virus sur ces structures philopodiales, et en fluorescence, vous avez l'actine finalement qui matérialise l'intérieur du philopode, et les virions en rouge qui migrent sur ces structures. Donc des choses qui amènent finalement la vision de l'infection virale à un niveau de résolution cellulaire qui était finalement jusqu'à présent méconnu. Et au fond, bien souvent, ces choses-là, on ne les invente pas si on ne les voit pas. Donc j'insiste toujours, parce qu'au début, quand on a commencé à travailler les uns et les autres sur la biologie cellulaire des interactions microbes-cellules, on nous a souvent dit, les reviewers des papiers, ouais, c'est bien joli, mais c'est des images. Une image, ça, c'est pas tout. Il faut analyser, il faut faire de la biologie moléculaire, il faut faire de la biochimie, il faut expliquer la mécanistique, la fonction. Bien sûr, et on en est tous là à un moment ou à un autre, sauf que si on ne l'avait pas vu, ça, on ne l'aurait pas inventé. Donc il y a aussi un rôle de l'imagerie dans la proposition de structures cellulaires, et la vision maintenant avec l'imagerie dynamique de la dynamique justement de ces structures cellulaires, qui permet ensuite de prendre ces éléments en compte et de les mettre en équation, si je puis dire, en termes moléculaires et cellulaires, et d'aller effectivement analyser la fonction qui est derrière tout ça. Alors on s'aperçoit de plus en plus effectivement que des virus, y compris le VIH, sont capables d'assurer ces phénomènes d'extension. En fait, NEF, ça a l'air d'être un peu une protéine à tout faire chez le virus VIH, mais il y a beaucoup d'autres virus. Finalement, la compaction, encore une fois, du génome des virus a probablement, par coévolution, amené un certain nombre de ces protéines à faire des choses différentes, ou à taper en fait sur des nœuds de signalisation qui vont amener en fait des phénomènes relativement pléiotropes, en particulier à la surface des cellules. Et un des virus qui m'est relativement cher, qui est le rotavirus, puisque c'est un virus entérique qui donne les infections. Vous connaissez tous, la gastro-entérite actuelle, elle est probablement liée, comme tous les ans, entre autres, à un rotavirus. Il a été montré que même dans des cellules épithéliales polarisées, qui sont caractéristiques de l'épithélium intestinal tel qu'il est infecté par les rétrovirus, des extensions étaient formées qui permettaient la capture et éventuellement l'échange, le passage de cellule à cellule de ces rotavirus. Et encore une fois, vous avez les références bibliographiques. Alors je disais que c'était intéressant parce que, au fond, les virus n'ont rien inventé. Et en réalité, il est de plus en plus clair que, par exemple, vous prenez deux cellules polarisées qui vont former un épithélium cohérent, donc qui vont être amenées à un moment ou à un autre à former des jonctions cellulaires qui vont finalement sceller ces deux cellules. Ce qu'on voit, si on fait un peu d'imagerie dynamique de ces cellules en train de se rapprocher, c'est qu'on n'a pas deux cellules comme ça qui se rapprochent et qui rentrent en collision. En fait, on a deux cellules qui émettent des philopodes, qui explorent leur environnement, comme on l'a déjà dit, dans un sens et dans l'autre. Et on a très clairement l'impression qu'à un moment ou à un autre, ces philopodes vont s'associer, s'assembler,
La biologie moléculaire et cellulaire de tout ça, d'ailleurs, est encore tout à fait balbutiante. Et finalement, à un certain moment, probablement, passer une espèce de seuil de densité de ces structures phylopodiales qui va dire aux deux cellules, ça y est, maintenant, on s'associe et on forme les jonctions. Et en réalité, les virus, probablement, ont simplement pris en compte l'existence de ces structures phylopodiales qui traduisent la dynamique de l'exploration de leur environnement par les cellules pour aller s'en servir, encore une fois, pour surfer et s'intégrer, passer la membrane ou éventuellement passer d'une cellule à l'autre, d'une cellule infectée à une cellule non encore infectée. Donc ça, c'était l'actine. Et puis, on va terminer avec, bien entendu, ce que je vous disais qui intuitivement était peut-être le plus évident en matière d'interaction entre les virus et les cellules pour ce qui concerne la dynamique des processus et en particulier les étapes qui suivent l'entrée du virus, c'est tout ce qui concerne la migration à l'intérieur de la cellule et le fait que le virus va utiliser les microtubules qui soient d'ailleurs nus. Certaines capsides virales peuvent directement interagir avec les molécules qui servent de moteur sur les microtubules ou qu'ils soient éventuellement encore associés à une vésicule, un endosome, c'est-à-dire que l'endosome lui-même migre, voire les deux. Encore une fois, je vous ai dit, avec les virus, tout est possible. Alors, ça, j'ai repris une diapositive des premières présentations. J'en ai recycle peu, mais celle-là, je l'ai remise parce que je pense qu'elle est importante. Je vous avais raconté déjà que le microtubule était une structure qui permettait effectivement la migration de charges, en particulier de vésicules, contenant finalement des molécules, des choses qui sont transportées d'un endroit à un autre de la cellule, y compris des membranes elles-mêmes qui sont nécessaires à cette espèce d'échange qui assure la dynamique permanente des compartiments cellulaires. Et que donc ces microtubules, je ne reviens pas puisqu'on en avait déjà largement parlé, vont être en fait la route, la piste sur laquelle ces charges vont être mobilisées par l'intermédiaire de molécules, en fait de deux familles de molécules, la famille des dinéines et la famille des kinésines, sachant que ces molécules migrent de façon opposée, puisque la kinésine, elle, va migrer vers le pôle positif, antérograde, vers la périphérie de la cellule, et la dinéine va migrer vers le pôle négatif de ces microtubules, c'est-à-dire rétrograde vers l'intérieur de la cellule, vers, encore une fois, le centre organisationnel des microtubules. Alors la question, c'est bien entendu quels sont les adaptateurs entre ces molécules motrices et éventuellement ces charges qui sont transportées. Pour la dinéine en particulier, il y a une molécule qui s'appelle la dynactine qui va assurer cet intermédiaire entre ces vésicules transportées et la molécule de dinéine. Donc je vous avais dit que tout ça était important aussi dans tous les phénomènes de migration, de tri cellulaire et clairement, surtout dans les cellules épithéliales polarisées, et clairement les virus ont besoin pour migrer à l'intérieur des cellules ou pour certains de leurs composants pour migrer à l'intérieur des cellules d'utiliser ces microtubules et donc ces transports dédiés qui vont finalement devenir dédiés à la migration virale. Donc on a toute une biologie cellulaire en fait de ce rôle des microtubules et des transporteurs dédiés dans le cycle finalement de développement du virus. Et je vous ai mis un certain nombre de références bibliographiques qui, à mon avis, couvrent à peu près l'essentiel de ces systèmes avec un petit coup de projecteur qu'on va mettre sur un certain nombre de virus qui sont listés ici. Alors, rôle des microtubules et des transporteurs dédiés, les étapes finalement principales, si on y réfléchit, mais on l'a déjà dit, c'est tout ce qui est transport rétrograde. Une fois que le virus est rentré dans la cellule, il faut qu'il migre vers le noyau pour aller finalement assurer toute la
processus de replication, puis d'assemblage. Et puis il va y avoir le transport entérograde, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il ressorte, une fois qu'il a été assemblé, de la cellule, donc qu'il soit retransporté vers la membrane. Et d'emblée, on comprend que finalement, quelque part, l'adénéine va être impliquée dans les étapes initiales et la kinésine va plutôt avoir tendance à être impliquée dans les étapes terminales. Ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en réalité, là où mène l'adénéine, c'est le centre organisateur des microtubules, qui n'est pas nécessairement le noyau ou la membrane nucléaire. Donc parfois, il va falloir, c'est comme si vous allez d'ici à Porte de Clignancourt, il faut changer un odéon. Le virus va changer, éventuellement va sauter d'un système rétrograde vers un système antérograde, et de proche en proche, je vous montrerai un film, va finalement arriver là où il veut arriver. Alors ne me demandez pas s'il sait là où il veut arriver à la fin. Ça, c'est un grand mystère de la biologie, mais en tout cas, peut-être le nombre fait que, finalement, stochastiquement, un certain nombre arrive là où il devrait arriver. Donc ça, c'est peut-être une plus jolie vue encore, mais je le montre parce que l'adénéine, ça c'est ce qu'on appelle la tête, c'est un dimère avec un moteur qui correspond finalement à un système d'ATPase, mais la partie ici qu'on appelle la queue de l'adénéine s'associe à des molécules qui sont des molécules intermédiaires ou des molécules de petite taille, et tout ça va être très important bien entendu dans l'acquisition de la charge lorsque l'adénéine va être impliquée dans ces transports. La kinésine, c'est la même logique, même si la molécule a l'air un petit peu plus simple, avec ces répétitions TPR ici qui en fait vont être en charge d'accrocher les éléments et de les transporter. Donc il y a tout un système qui, intuitivement, on l'imagine, va être dans ces transports viraux utilisés de façon très élégante pour la migration. En fait, quand on regarde la littérature, peut-être j'ai oublié des papiers, mais j'ai essayé d'aller au fond des choses, il n'y a pas encore d'exemples il n'y a pas beaucoup d'exemples très précis de travaux où vraiment la dissection moléculaire de cette interaction avec l'adénéine dans le transport rétrograde ait véritablement été totalement aboutie. Un des plus jolis travaux, vous voyez que c'est quand même très récent dans Cell, Host and Microbe, c'est le travail sur les adénovirus et finalement d'avoir montré qu'en réalité l'adénovirus et en particulier une des je ne sais pas si... Non, je ne vous ai pas mis, excusez-moi. L'adénovirus a cette structure, finalement, cette capside, avec des protéines qui sont en forme d'exon, parce qu'elles ont dans leur structure 6 faces qui leur permettent, c'est un peu comme des briques hein, qui s'associent les unes aux autres pour former une des facettes du capside. Et puis il y a des pentons qui sont plutôt 5 et qui sont aux angles aigus de la forme de la capside. Et en fait, la protéine exon, en réalité, est capable de se lier directement, sans passer par la dynactine, à l'adénéine, dans cette zone de liaison des charges, et à assurer directement, par un lien direct avec l'adénéine, la migration du virus ou de la capside virale vers le centre de la cellule, entre guillemets, c'est-à-dire vers la région nucléaire. Donc ça, c'est à mon avis, vous avez la référence, le travail le plus net actuellement. Alors, les virus, par exemple les virus herpès, HSV, subissent finalement le même type de processus, ont été d'ailleurs très joliment montrés, migrant encore une fois de façon rétrograde par l'adénéine, puis sautant sur un autre microtubule, migrant de façon antérograde, et puis à l'arrivée finalement assurant, même si le trajet est compliqué, le ciblage vers le noyau, là où tout finalement va arriver. Et la sortie, même principe, dans l'autre sens, simplement les bases moléculaires sont moins bien connues parce que, par exemple, le virus HSV, le virus herpès, est beaucoup plus complexe que l'adénovirus. Il a en particulier, ce que vous voyez ici, au-delà de ces protéines de surface,
une espèce de système extrêmement complexe de protéines multiples. Je crois qu'il y en a 25 en tout qu'on appelle des protéines tégumentaires. Et pas de chance, il semble que ce soit une ou plusieurs de ces protéines tégumentaires en association avec certaines de ces protéines, glycoprotéines exprimées en surface qui assurent l'interaction avec les éléments moteurs des microtubules. Donc il n'y a pas encore cette jolie association binaire entre l'exon, la molécule exon de la capside de l'adénovirus et la dinéine. Là, on reste encore avec des systèmes qui ne sont pas totalement, je dirais, dépiotés et déchiffrés, mais je vous ai mis l'état de la littérature à l'heure actuelle. Alors, je voudrais juste terminer cette présentation par le commencement, en fait, c'est-à-dire par le virus de la vaccine, puisque c'était ma question piège. Un virus de la vaccine, c'est un très beau virus, donc je vous ai dit, c'est un poxvirus, c'est la famille, bien entendu, du virus de la variole, puisque c'est le virus qui était utilisé pour la vaccination antivariolique et qui a été utilisé pour l'éradication de la variole. Alors c'est un virus qui subit un processus de maturation extrêmement complexe à l'intérieur des cellules. C'est encore une fois un gros virus, un poxvirus avec un gros génome ADN qui a cet aspect-là en microscopie électronique et dont une des formes, finalement, la forme infectieuse, même si pour que le trafic intercellulaire se fasse, il faut avoir encore une forme un petit peu plus élaborée, mais ce qu'on appelle le intracellular mature virion, c'est-à-dire le virion intracellulaire mature, tel qu'il est présenté là, avec une double membrane et bien sûr des glycoprotéines qui sont insérées dans cette membrane, va être la forme, si la cellule est lysée par exemple, la forme infectieuse. Alors, c'est un virus qui a vraiment un cycle morphologiquement extrêmement compliqué, qui n'est d'ailleurs pas complètement à l'heure actuelle déchiffré. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle le virion immature, IV, qui est une forme sphérique, ici. Et puis on va passer ensuite à ce intracellular mature virion que vous voyez ici. Et puis on va avoir ensuite une forme intracellular enveloped variant, c'est cette enveloppe supplémentaire qui vient se former. Et puis on va avoir ensuite le cell associated envelope variant, c'est-à-dire cette forme-là va venir se fusionner sa membrane externe, puisqu'il y a deux membranes avec la membrane cellulaire, et se retrouver à l'extérieur de la cellule, mais tout en restant finalement associé à la surface cellulaire. Et puis il va y avoir éventuellement cette forme extracellulaire de ce virus enveloppé qui va être expulsé. Et il va se passer dans toute cette période de maturation des événements de migration le long des microtubules, puis d'expulsion par ces traînées d'actine qui vont être essentielles dans le cycle finalement de maturation et de dissémination de ce virus. Alors dans ces gros virus, on peut faire plus facilement que dans d'autres de la génétique. Et finalement, le virus de la vaccine est un virus extrêmement cytopathique. C'est-à-dire quand on le met sur des cellules, sur des cultures cellulaires, il va les tuer là où il a infecté et ça va donner lieu, éventuellement par infection des cellules adjacentes, à la formation de ce qu'on appelle des plages de lyse, c'est-à-dire des trous dans le tapis cellulaire. Et donc on peut commencer à mutagéniser un certain nombre ou à déléter un certain nombre de gènes du génome de ce virus et chercher finalement les mutants qui sont incapables de faire des plages de lyse ou qui vont faire des micro-plages de lyse comme vous voyez ici. Puis on peut réparer la lésion ou la mutation plutôt ou la délétion et récupérer bien entendu comme tout bon généticien doit le faire, le phénotype sauvage. Donc on a des systèmes finalement où il existe des systèmes relativement clairs et simples pour pêcher, si je puis dire, des protéines qui ont, par exemple, cette protéine 12L, ici, F12L, qui est importante dans le trafficking de ce virus. Alors, juste pour vous montrer une image, c'est un film qui est fait sur environ 72 heures, sur cette lignée cellulaire. Vous voyez que les cellules sont infectées, elles meurent, et peu à peu, finalement, s'élargit cette plage de lyse qui est visible aussi à côté en fluorescence. Donc, on est dans ce système que je vous ai montré initialement d'un virus qui a maturé
ou qui est en train de finir de maturer et qui doit sortir et qui doit aller disséminer. Et donc la question, c'est finalement comment tout ça se fait. Alors, en fait, il y a initialement, finalement, ce qui a flashé tout le monde, si je puis être vulgaire, pas trop d'ailleurs, c'est ça. C'est qu'au début, au milieu des années 90, en particulier quand Michael Way a commencé à travailler sur ce système, on avait déjà vu, d'autres auteurs avaient vu qu'il y avait des filaments d'actine qui avaient l'air liés à la présence du virus de la vaccine. Ce qu'ils ont fait très, très joliment, finalement, initialement, c'est de montrer vraiment toute la dynamique de ce processus et le fait que l'actine permettait la formation de ces projections et assurait la motilité du virus, et très rapidement de montrer qu'en fait, ces projections, c'était surtout à la surface de la cellule. Et il n'était pas tout à fait clair ce qui passait véritablement à l'intérieur, parce qu'on était encore sous l'idée, comme on avait montré dans Shigella, comme il a été montré ensuite dans l'hystéria, que cette polymérisation de l'actine, ces traînées, ces comètes, comme on les appelait à l'époque, permettaient aussi de migrer vraiment à l'intérieur du cytoplasme, à l'intérieur du cytosol cellulaire. Et c'est vraiment un papier de 2001 du groupe de Michael Way, qui était encore à l'EMBL à cette époque-là, qui a permis vraiment de bien séparer les deux étapes, c'est-à-dire l'étape de migration sur les microtubules entérogrades vers la surface cellulaire et l'étape de fusion et ensuite de formation de ces finalement traînées d'actine qui, à partir de la membrane cellulaire, vont projeter le virus à l'extérieur. Donc il a vraiment très joliment, disons, disséqué, et ça, je vous montre toujours un peu les papiers clés qui me paraissent avoir été clés dans les changements conceptuels. Ça, c'en est un qui était véritablement très joli. Donc le virus de la vaccine a ce mouvement entérograde, finalement, qui va lui permettre de migrer vers la membrane, et il semble très clairement que ce mouvement entérograde, comme on pouvait s'y attendre, soit lié à la capacité du virus à interagir, bien entendu, avec la kinésine, qui est cette molécule motrice qui permet d'aller vers l'extrémité positive, c'est-à-dire vers la périphérie de la cellule. Et en fait, le recrutement de la kinésine 1 nécessite une de ces protéines de surface que je vous ai montré sur une des diapositives, qui s'appelle la protéine A36, qui est une protéine transmembranaire intégrale de ce virus maturé maintenant. Et si vous faites une mutation dans A36, vous avez des petites plages. Ce qui veut dire qu'en fait, le virus a perdu sa capacité de migrer efficacement le long des microtubules et d'aller vers la périphérie cellulaire. En fait, ça n'est pas la seule. Il y a d'autres protéines qui jouent ce rôle et dont le mode d'interaction avec la kinésine est un petit peu moins bien élaboré ou moins bien connu à l'heure actuelle, comme par exemple cette protéine F12. Et il semble d'ailleurs que les deux s'associent pour assurer cette interaction avec la kinésine. Alors je vous montre juste par exemple ce film, encore une fois, qui m'a été donné par Michael Way, qui est encore maintenant, enfin après le MBL, il est groupe leader à UK Cancer à Londres. Je pense que vous verrez les choses une fois que ça va commencer à bouger. Donc c'est une cellule qui est marquée par un antitubuline, qui marque la présence des microtubules. Et ce que vous voyez, en fait, c'est les virus fluorescents qui migrent le long de ces microtubules. Alors c'est un peu difficile, effectivement, quand on regarde les gens, excusez-moi, on s'imagine toujours que les choses dans les cellules comme ça sont formidables, ça va tout dans le même sens, ça migre comme des petits soldats le long des microtubules. En fait, c'est pas vrai. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que il y a des changements, il faut aller quelque part, et on ne prend pas nécessairement des voies directes. Par contre, si vous regardez bien ce film, ce que vous voyez, c'est qu'à l'arrivée, le bilan vous montre que tous les virus s'accumulent à la périphérie. Et ils ne sont pas finalement n'importe où dans la cellule. À l'arrivée, l'ensemble des événements fait qu'ils vont se retrouver à la périphérie grâce à l'utilisation de la kinésine. Et ça, c'est une autre observation. Vous voyez les virus qui... Malheureusement, cette séquence est un petit peu courte. Vous voyez les virus fluorescents qui migrent. Quand vous faites le bilan, la migration se fait essentiellement vers la périphérie
même si, comme ça, quand on a une vision globale des choses, ça paraît un petit peu plus chaotique et un petit peu plus stochastique, mais c'est chaotique et stochastique parce qu'effectivement, si vous regardez les choses et vous les matérialisez, vous voyez que les mouvements ne sont pas toujours les mêmes. Certains mouvements sont rétrogrades, certains mouvements sont vraiment droits et antérogrades. À d'autres moments, ça s'arrête. Enfin, c'est quand même assez chaotique. La nature est quand même formidable. Avec ce bazar, vous faites finalement quand même des choses qui sont relativement organisées et reproductibles. Ça, c'est les miracles de la stochasticité. Donc le virus, au bilan, par ces microtubules, se retrouve vers la périphérie cellulaire. Et là va se faire finalement cette transition, ce saut du microtubule à l'intégration de ce CEV dans la membrane cytoplasmique, son apparition à l'extérieur de la cellule et la formation par l'intermédiaire de la signalisation moléculaire ici de cette traînée d'actine qui va propulser, assurer, vous le voyez ici par exemple, la projection du virus, sa dispersion à l'extérieur de la cellule. Alors, Michael et d'autres auteurs, il y a un autre auteur anglais qui s'appelle Geoffrey Smith, qui est aussi à Londres, ont beaucoup, avec d'autres éventuellement encore, participé à la bonne compréhension de tous ces mécanismes. Ce qui apparaît de plus en plus clairement, en fait, et encore une fois, même un virus riche, entre guillemets, en gènes et en protéines, comme un poxvirus, va faire beaucoup de choses avec peu. Et il s'avère en réalité que c'est la protéine virale A36, celle dont on a parlé, qui assure l'association avec la kinésine et la migration sur les microtubules, qui va, dans cette zone très particulière que j'ai mentionnée ici, en fait, cette forme qui était associée à la membrane cellulaire va laisser cette protéine A36 de l'autre côté de la membrane. Cette protéine va se phosphoryler et va donner lieu à la polymérisation de l'actine, exactement comme ces colibacilles entéropathogènes que je vous avais montré à l'occasion des interactions entre les bactéries et les cellules. Donc vous voyez ici très bien cette espèce de dessin que je vous ai fait de cette protéine phosphorylée qui recouvre l'extrémité de cette projection et qui permet finalement de porter le virus à l'extérieur de la cellule. Alors je reviens une seconde en plus joli sur effectivement la formation. Donc vous imaginez maintenant le virus a transloqué, reste associé à la membrane. Les protéines A36 sont phosphorylées par une kinase qui a été identifiée et cette phosphorylation assure la nucléation de l'actine, la formation de ces filaments et la propulsion maintenant de cette particule virale au loin. Et donc ça encore c'est un petit film de mon copain. Et voilà, vous voyez les virus qui, cette fois-ci, il y a de la couleur. Tout à l'heure, c'était noir et blanc, il ne manque plus que la parole. Vous voyez certaines de ces projections, ça peut aller très très loin, au-delà, disons, du volume cellulaire tel qu'on l'a mentionné. Alors, les choses progressent, je termine là-dessus. En réalité, il y a un très joli papier qui est sorti dans Science l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, 2010, non, l'année dernière. Dans le premier auteur est Virginie Dossol, qui est une postdoc française qui travaillait dans le labo elle est rentrée maintenant, elle est à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui travaillait dans le labo de Geoffrey Smith, justement. Et ils ont fait un joli travail qui est quasiment presque au démarrage un travail de logique qui ensuite a été étayé par un travail moléculaire. Je vous ai montré la formation de cette plage de lyse par le virus de la vaccine tout à l'heure. Et en réalité, ce qui était visible pour les spécialistes, les vaccinologues, si on peut dire, c'est que cette plage de lyse se fait en fait dans le temps beaucoup plus rapidement qu'on ne l'anticiperait de l'efficacité de replication du virus dans une cellule infectée. Donc ça voulait dire que quelque part le virus était capable d'aller plus vite que la musique et d'infecter plus de cellules qu'il ne pourrait le faire tel qu'on l'imagine de par sa rapidité de replication.
Et donc ce que Virginie a très joliment montré dans son travail, c'est qu'en réalité, quand une cellule est infectée par un virus de la vaccine, la protéine A36 là, qui est produite et qui va s'associer au cytosquelette, en réalité, probablement quelque part, bon, le terme n'est peut-être pas très joli pour de la biologie cellulaire, mais blinde le cytosquelette et rend finalement la cellule physiquement non envahissable. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire, par un virus qui serait propulsé par la cellule adjacente. Donc c'est finalement cette couronne, puisqu'on parle d'un foyer d'une plage de Lise, on a une cellule infectée initialement, et puis les cellules aux côtés sont infectées, et ainsi de suite. Mais du coup, les cellules infectées deviennent réfractaires à l'infection par le virus, ce qui fait qu'il semble qu'une des fonctions tout ça a été sélectionné, bien entendu, encore une fois, par l'évolution, qu'une des fonctions de ces projections soit finalement de propulser le virus au-delà de la couche de cellules infectées qui sont devenues réfractaires à l'infection et d'aller leur faire trouver en fait des cellules vierges à longue distance. Et ce processus, finalement, amplifie considérablement l'efficacité et la formation des plages de Lise, encore une fois, au-delà du potentiel que pouvait donner simplement un passage, la replication du virus et un passage de cellule à cellule standard. Donc je voulais juste terminer là. J'aurais pu vous remettre des virus de la vaccine en train de bouger, mais je pense que vous avez compris. En insistant encore une fois sur la complexité, la diversité, j'ai essayé de vous assembler tout ça de manière un petit peu logique. C'est probablement parfois un petit peu simplificateur, mais vous voyez une fois de plus à quel point ces micro-organismes, certains avec un génome relativement simple, ont pu développer sous la pression sélective tout ce qui compte, c'est la survie, au fond. Donc, ont développé sous pression sélective des outils moléculaires qui leur permettent à la fois d'utiliser et, quand c'est nécessaire, d'assurer la subversion du cytosquelette cellulaire. Et encore une fois, ce qu'on a pu voir avec les bactéries est valable avec les virus et vice-versa, et peut atteindre des degrés de sophistication invraisemblables, comme j'ai essayé de vous l'illustrer avec ces petits films sur le virus de la vaccine, qui est quand même un des systèmes modèles à l'heure actuelle dans le domaine. Donc voilà, je termine ici, et on va prendre quelques minutes de repos, des questions si vous en avez, et puis je vous présenterai notre oratrice de ce soir tout de suite après. Merci.